bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion les LAN, La Réunion les LAN, La Réunion les LAN. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Encore une fois, je répéterai souvent, en tout cas dans les prochains jours, les prochaines semaines, de penser que nous avons besoin de vous, que Télécréole a besoin de vous aujourd'hui et de vous dire que le soutien que vous nous apportez, en tout cas, nous aide à continuer à vous accompagner et à vous donner la parole. Cette fois-ci, on va aller sur la route. On va voir un petit peu si nos comportements évoluent ou pas. Bon, il n'y aura pas beaucoup de surprises. C'est dans des codes de la route. Et pour parler de nos comportements, en tout cas, c'est un moniteur d'auto-école qui va le faire. Il passe mon moniteur d'auto-école d'ailleurs. Jean-Michel Boyer, bonsoir. Vous êtes également... Bonsoir. Je suis aussi intervenant des programmes de montage sécuritaire. C'est-à-dire que j'interviens dans le milieu scolaire, un peu partout pour sensibiliser les gens et faire la prévention. Là, quand on parle de comportement, chaque week-end, chaque dimanche soir, à chaque fois que la presse donne les chiffres des opérations du week-end, ça déçoit ou ça réconforte? Je pense que ça déçoit parce que les gens, ils n'ont pas compris en fait. On essaye de jouer, on se fait attraper. C'est un peu le jeu du chat à la souris. Et les chiffres ne baissent pas. Malheureusement, ça ne baisse pas et on n'a pas cette prise de conscience. On pense que ça va arriver aux autres et malheureusement. 174 km/h du côté de l'Est. Oui, en moto, oui. Bon, on se remet en cause en se disant, est-ce qu'on est un bon formateur? Ou on se dit que l'être humain, c'est surgrisé par ses émotions? Ouais, je pense que c'est surtout ça, quoi. En fait, nous, on prépare surtout l'examen, c'est-à-dire le savoir-être, le savoir-faire. Après, on prépare aussi, on conditionne un peu le savoir-devenir, mais après, l'être humain est sensible, à tout moment, on peut... Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas tout maîtriser, malheureusement. Mais c'est sûr que, quelque part, on se remet en question. On ne maîtrise pas, pourquoi je dis ça? Parce que il se fait attraper sans permis, sans assurance. Oui. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Il n'y a pas de permis, assurance. Et oui, il était ivre. C'est pas mal. C'est la totale. Et c'est de très grande vitesse parce que plus de 40 km/h, sans permis, sans assurance, en état alcoolisé, c'est peut-être que, je sais pas, c'est peut-être un pari fou qu'il a tenté, je sais pas. Mais il a gagné apparemment. Mais il a gagné surtout le droit le PMI ne peut pas être retiré parce qu'il n'a pas, mais il va avoir beaucoup de problèmes. Et souvent, quand on les prend comme ça en état d'ébriété, c'est la cellule de dégrisement et parfois c'est... Et le réveil est brutal. Oui. Je pense. Donc voilà, mais c'est l'exemple à ne pas suivre malheureusement et il y en aura sûrement d'autres, mais je pense que voilà, Il y a une certitude, c'est que l'automobiliste est devenu un petit peu la vache à lait de l'État. L'État prend de l'argent à tous les niveaux pour remplir les caisses de l'État. Mais il y a une chose aussi, c'est que quelque part aussi, l'automobiliste qui est toujours dans un conflit permanent, justement, finit par oublier aussi ce qui peut l'aider. Mais oui, notamment le radar pédagogique, c'est-à-dire le radar qui nous veut du bien. C'est sûr, quand on parle de radar, les gens ils pensent tout de suite à la répression, à la contravention. Et là, ce radar-là, c'est celui qui nous aide, justement. Alors, quand on définit, c'est quoi un radar pédagogique, ça serait dire quoi? C'est un radar préventif, c'est un radar qui fait de la prévention. C'est-à-dire qu'il va afficher, si jamais on dépasse la vitesse limitée, le chiffre sera en rouge, quelque part, ça va nous interpeller. Parce que sur le coup, on voit que c'est rouge, ça clignote. Dans sa tête, on va penser tout de suite qu'il y a quelqu'un qui nous a arrêtés, sauf que ce radar-là nous prévient juste
du bon comportement ou du mauvais comportement. Voici l'histoire du petit patron qui espère bien faire fortune grâce à son culot. Hier, Claude Guéant est interviewé sur Europe 1. Le ministre de l'Intérieur annonce l'installation de 1000 radars pédagogiques en France. Des radars qui indiquent la vitesse, mais sans sanction pour les automobilistes. Gérard Poirot entend l'interview dans sa voiture et n'en revient pas. Des radars pédagogiques, il en fabrique depuis 5 ans. Il décide alors de foncer à la station de radio pour interpeller le ministre à sa sortie. On est arrivé à 11h moins 10, lui est sorti à 11h05. On lui a fait une petite démo et il m'a dit combien ça vaut. Je lui ai dit ça vaut 2500 € pièce. Combien en avez-vous en stock? On en a 60 actuellement disponibles. On vous les prend, vous nous les réservez. C'est donc le jackpot pour Gérard Poirot. Son idée est simple, quand l'automobiliste roule en dessous de la vitesse autorisée, elle s'affiche en vert. Quand on roule trop vite, la vitesse vire au rouge avec la sanction encourue. Ici, moins 1 point de permis et le montant 68 € de l'amende correspondant. On a des clients qui sont des villages de 200-250 habitants où à chaque entrée de village, quand c'est traversé par une longue ligne droite, on met un panneau. Les 60 radars de Gérard Poirot devraient être installés d'ici la rentrée, mais le patron espère bien en fournir d'autres au ministère, qui de son côté va lancer un appel d'offres pour mettre en place à terme 1 millier de radars pédagogiques partout en France. D'ajuster son comportement. Voilà, parce que... Il y en avait un à la sortie de la rivière des Galets, du pont de la rivière des Galets, Oui. 110 km/h. Voilà. Il y en a un au sortir de la route des Tamarins, juste après la dernière tranchée. Il y a donc à 90, je crois. C'est ça vraiment ça pose un cas de conscience à la personne qui regarde, qui voit qu'il est à 120 au lieu d'être à 90. Ça interpelle tout de suite. Le rouge, déjà, la couleur, ça attire les yeux. C'est écrit ralentir. Tout de suite, on se dit, là, on a peut-être oublié, parce que c'est vrai que des fois, les voitures sont puissantes et c'est sensible. On est pris par une autre émotion, on n'est pas tous concentrés à 100%, malheureusement, c'est ce qu'on fait. Donc, voilà, ça... Qu'est-ce que vous dites en tant que moniteur lorsque vous êtes vous êtes avec des apprentis, quand vous passez devant un radar pédagogique? Mais justement, j'essaie de leur poser la question, est-ce qu'ils ont compris à quoi ça sert vraiment le radar pédagogique? Parce que dans pédagogie, c'est explication, c'est sensibilisation, c'est surtout prévention. Donc les gens, ils ont tendance à, quand ils pensent radar, c'est le radar qui flash, le PV qui arrive à la maison, et puis c'est un mauvais souvenir. Le radar pédagogique, c'est celui qui justement, il va rajouter une couche à chaque fois. Chaque fois qu'on passe, si c'est rouge, encore trop vite, encore trop vite. À un moment donné, je pense qu'on va essayer de trouver le juste milieu et augmenter la sécurité. Comment ressentir cette information que nous imposent ces radars pédagogiques, parce que quelque part, on est un petit peu toujours contraint, on nous impose, et ça continue. Est-ce que cette contrainte-là, est-ce qu'il faut la regarder comme une vraie contrainte ou se dire que c'est un élément qui peut nous aider à faire évoluer dans le bon sens notre schéma de comportement et de fonctionnement? Justement, je pense que là, c'est pas vraiment une contrainte, c'est vraiment ce radar-là, il est là, je répète, pour nous aider à prendre conscience. Parce que peut-être que sans s'en rendre compte, on a toujours passé à cette vitesse-là qui n'était pas adaptée. Mais là, avec ça, parce qu'ils sont quand même installés dans les sites accidentogènes, il y en a un qui vient de s'installer là, juste au petit bazar, juste sur l'entrée. Donc, parce que c'est à 90, il y a beaucoup d'accidents. D'ailleurs, on se rappelle du pompier qui est en train de sauver quelqu'un qui s'est fait écraser, malheureusement. Donc, je veux dire, c'est l'endroit où ils sont installés, ça a été étudié. On dit que c'est des sites accidentogènes. Accidentogènes, c'est-à-dire où il y a eu plusieurs accidents, où souvent les circonstances étaient la vitesse, déjà. Après, il peut y avoir d'autres facteurs. Mais je pense que c'est surtout la vitesse. La vitesse qui réduit notre sécurité. Et plus on roule vite, moins on va avoir les indices. Et moins on aura le temps de réagir sur tout ça. Et lorsqu'on parle de pédagogie, on va devoir prendre à partir du moment où l'apprenti est en auto-école. En train d'apprendre. Comment lui faire comprendre que la voiture, ce n'est pas un bolide qui mène vers la liberté et l'évasion, mais c'est d'abord un moyen de transport. Comment changer le regard de l'individu sur ce moyen de transport? Parce que c'est ça,
quand on regarde le nombre d'accidents causés par des jeunes, d'un point de vue purement général, il y a quand même pas mal de jeunes. Il n'y a pas autant d'accidents que ça non plus, hein, attention. Mais quand il y a des accidents, il y a quand même il y a quelques jeunes qui sont impliqués. Oui, parce que je pense qu'ils n'ont pas compris que la voiture était un outil social, c'est-à-dire, on est, comme on disait à chaque fois, hein, on est dans sa voiture, mais on doit partager avec la route, avec les autres, et accepter les règles. Donc c'est vraiment... il faut intégrer tout ça. Et nous, justement, le rôle de moniteur, c'est de développer à fur et à mesure... Les apprentis, que ce soit les jeunes d'ailleurs, ou que ce soit ceux qui ont un peu plus de 30 ou 40 ans, Bien sûr. Est-ce que quand ils viennent à apprendre, est-ce que le délai que vous avez pour leur apprendre à conduire, vous avez le temps de changer leur vision de ce que c'est une voiture et la route? Tout dépend de la personnalité des gens, tout dépend. Mais je pense qu'on n'aura jamais... on n'a pas assez de temps pour... nous, on essaye de les former techniquement déjà. Et après, il y a la partie cognitive où ils doivent analyser, c'est-à-dire un savoir-faire, un savoir-être. Le savoir-devenir, c'est difficile à mettre en place. Déjà, quand on leur dit mettez votre ceinture, tout le monde n'a pas ce réflexe-là. Réglez vos rétros intérieur-extérieur, et non pas le réflexe. Et parfois, on a vraiment l'impression qu'il faut tout recommencer à zéro. Et il y a un geste que personne ne fait plus après avoir obtenu son permis. Heureusement, malheureusement, c'est le 10h10 pour les mains. Oui, ça on a oublié. On intègre ça au début, 10h10. Après, c'est fini. On tient un peu comme on veut. Parce on met un bras sur la portière, l'autre sur le téléphone, des fois. Ou sinon, on tient le levier de vitesse. En fait, on a des gestes un peu parasites qui nous handicapent. J'allais dire presque à considérer, parce qu'on ne se rend pas compte que ces gestes-là peuvent créer des accidents ou des situations très, très graves. Et en revenant à l'apprentissage, parce que vous êtes aussi, l'auto-école, il est aussi contraint. C'est-à-dire qu'il doit avoir des résultats. Il doit faire en sorte que l'élève obtient son permis très rapidement. Et comment prendre le temps en même temps d'inculquer, de faire de la pédagogie? C'est compliqué parce qu'on on a un devoir de réussite. On doit essayer que l'élève intègre tout. Suivant les méthodes qu'on va utiliser, suivant les personnes qu'on a en face de nous, c'est pas forcément évident. Et nous, on essaye d'apporter le maximum dans tout, dans le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-devenir. Mais on n'est jamais sûr de rien, en fait. Ça, c'est une chose. C'est une question. On parle de pédagogie, mais c'est aussi une question d'éducation. D'éducation, bien sûr. Question d'éducation. À la base, c'est conduire, c'est partager la route, comme je répète. Donc, ça fait partie de l'éducation. L'élève qui a jamais partagé des choses, il se rend compte que là, maintenant, il faut partager la route avec les autres, il faut respecter les règles. Il n'a jamais, par exemple, fait du sport, donc il a du mal à intégrer tout ça, parce que lui, chez lui, il fait un petit peu, c'est l'enfant roi, il fait un petit peu ce qu'il veut. Et là, nous, on essaie de cadrer tout ça, d'essayer de mettre tout ça en place. Et c'est vraiment un travail quotidien qui n'est pas facile. Partager la route, que lorsqu'on a un bolide qui roule à 180, 220, et qu'on vient d'avoir 18 ans ou 20 ans, qu'on se croit le roi du bitume, c'est pas évident. Hein. Non, mais c'est sûr qu'avec l'âge, après, je pense que le comportement va se modifier. Je pense, on va aller d'un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on est jeune conducteur, on ne peut pas intégrer toutes ces notions, on ne va pas développer parce qu'on devient conducteur au fil du temps. Mais je pense qu'avec l'âge, après, malheureusement, on va se diriger vers ce qui est interdit ou plutôt ce qui est raisonnable et on va intégrer toutes ces notions. On le voit souvent, ce sont des accidents très graves avec des blessés graves, des morts qui souvent constituent l'électrochoc qui change les comportements. Comment changer les comportements sans en arriver à ces événements? Il y a des actions de sensibilisation, ce qu'on essaye de mettre en place durant toute l'année. Bientôt d'ailleurs, je vais aller au lycée de Sainte-Suzanne pour sensibiliser les jeunes. On a des simulateurs de voitures, de roues. On a des vidéos. On essaie de les questionner, de faire parler. On a la voiture tonneau. Donc on leur dit bien que c'est un outil pédagogique, mais pas un manège ou un jeu.
D'ailleurs, quand j'étais à Sabona, il y a un jeune homme qui m'a dit, monsieur, moi, ma fille fait tonneau. Il me dit, ah bon. Donc, il m'a expliqué un peu que la voiture roulait trop vite, il n'a pas été blessé. Mais je veux dire, avec ça, on essaie de les interpeller. Il faut, quand ils rentrent chez eux, ils se mettent à réfléchir. Ils se disent, mais si jamais c'était un vrai tonneau, qu'est-ce qui pourrait arriver? Sur 30 élèves, on va en sauver la moitié. C'est déjà ça de gagner. Mais petit à petit, c'est un travail de fourmi qui se met en place. C'est très difficile, mais je pense qu'il faut insister. Et il faut toujours... chaque jour, sans cesse, remettre le métier sur l'ouvrage. L'ouvrage sur le métier, plutôt. Donc, c'est comme un professeur des écoles qui apprend les élèves à développer ce qu'il attend, c'est-à-dire l'alphabet, apprendre à lire, à écrire, et plutôt après devenir décider à faire un métier. Nous, c'est pareil, c'est pas évident, mais c'est un choix qu'on a fait. Et après, en même temps, si c'est toujours pareil, ça sera monotone aussi. On doit chercher quand même les solutions, on doit se remettre en question à chaque fois, on doit adapter les méthodes. Et c'est passionnant. Des fois, c'est pas évident, surtout. Mais c'est bien, c'est un choix que j'ai fait. Donc voilà, je veux pas changer de métier parce que de temps en temps, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Il y a toujours des avantages. Moi, je suis content, par exemple, de prendre un élève qui savait pas tenir un volant et l'amener au niveau du permis qui passe avec sa voiture avec une placard qui me fait salut. Pour moi, c'est une satisfaction. J'ai pu lui apporter ce qu'il attendait. Donc, quelque part, il y a du bonheur à la fin. Il y a du travail au début, mais je pense qu'à la fin, il y a du bonheur quand même. Il faut retenir ça. La question, c'est qu'aujourd'hui, ces petites boîtes automatiques, commencent à fleurir un petit peu, à fleurir en grande quantité, justement, sur la route. Le moniteur auto-école, comment il voit cet objet dans la sécurité routière et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce radar pédagogique soit plus nombreux et plus efficace? Alors d'abord, comment faut-il le voir? Parce qu'on a vu sur un reportage donc que ça donne l'heure, ça donne le kilométrage, le nombre de points perdus, le coût de l'amende. Il faut que ça évolue plus, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'automobiliste qui vient de griller un feu rouge soit conscient du danger de son geste. Oui, je pense qu'après, on pourrait développer ça. Après, je sais pas, c'est peut-être une idée. Il pourrait peut-être recevoir sur sa messagerie un message, une photo qui pourrait vraiment... Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont... Alors, les photos, il y a avec les radars. Oui, mais c'est photo de la personne, de la voiture, et après on paye. Pas pour aider la personne à comprendre. Non, mais là, voilà, moi je partirais dans l'autre sens. Plutôt dans le sens où si on voit la photo et avec les informations qui l'intéressent, je pense que là, il aura plus de temps. Il va quand même réfléchir, à se remettre en question. Il va se dire, cette fois-ci, j'ai rien eu. Mais si je continue, je vais peut-être déjà être... on va tomber la répression, on ne sera plus dans la sensibilisation. Répression dit, il faut payer. Ensuite, le risque principal, c'est quand même l'accident. On parle de la sensibilisation, le radar pédagogique, et à la fin, si tout ça n'est pas mis en place, on va arriver à un accident, peut-être un accident grave, ou très grave. Donc, si on prend conscience de tout ça et qu'on essaye de tout le monde se remet en question, je pense qu'on va gagner en sécurité. Et puis, les radars pédagogiques, ils vont, de toute façon, ils vont en mettre de plus en plus. Disons que ça ramène les gens qui sont pas d'accord avec le mot radar. Déjà, ça les apaise un peu et puis ça va... C'est aussi quelque chose, c'est aussi ces radars pédagogiques sont là plus pour être les gendarmes qu'on ne pose plus en faction sur le trottoir ou sur le bord du chemin. Ils vont être de plus en plus nombreux, mais est-ce qu'à un moment où c'est la machine qui finalement doit formater l'automobiliste? Malheureusement, oui. Là, on va dans l'inverse. En fait, c'est l'humain qui fabrique la machine. Mais là, je pense que c'est la machine qui nous ramène un peu à la raison, malheureusement. Et si on a besoin de passer par ça, c'est parce que justement, on constate que les gens ont des mauvais comportements et ils ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est ça qui
Et c'est pourquoi je pose la question, pourquoi je dis que c'est la machine qui formate l'individu, alors que normalement l'individu a la conscience de savoir s'il est en danger ou pas, et la conscience de ce qu'il doit faire ou pas, mais là on a l'impression que peu à peu, la machine le met sous les noirs et la machine décide de son comportement. Je pense que des fois on est pris dans des émotions positives ou négatives qui nous fait évader un petit peu, donc on est tous humains, on peut pas être parfait tout le temps, je pense que des fois... Oui, mais qu'un individu se fasse arrêter 3 fois en état d'alcoolisme, sans permis, sans assurance, il y a un moment où le comportement est plus schizophrène qu'autre chose. Oui, mais là c'est plus de la psychologie. Ouais. Je veux dire, là c'est quelqu'un qui souffre que d'autres problèmes, il répercute ça sur sa conduite. Il y a des gens qui ont des problèmes, et voilà, il dispute avec sa femme, il prend sa voiture, il fonce partout, et puis c'est une façon pour lui de se défouler. Sauf qu'il comprend pas que en fait il se met en danger, il fait qu'aggraver son problème. Donc là c'est sûr que celui qui se fait attraper plusieurs fois sans permis en état alcoolisé, là, il y a un gros problème. Bon, généralement si c'est les gendarmes qui l'attrapent, il va directement en prison. Oui, mais après aller en prison, certes c'est une chose, mais surtout réfléchir pourquoi on a été en prison et est-ce qu'on peut changer quelque chose, c'est une autre histoire. Je veux dire, tout le monde doit se remettre en question et en permanence. Et c'est ça qui fait que les choses vont changer ou pas. Il faut commencer à enseigner tout ce qui est donc la conduite, le code de la route en milieu scolaire très tôt pour qu'il y ait une prise de conscience. Je pense, oui, je reste persuadé. C'est un peu comme le sport, si on commence très tôt, je pense qu'on va évoluer progressivement, parce que les choses évoluent, les voitures vont changer, tout va changer. La nouvelle génération seront confrontées déjà à tout ça. Et je pense que commencer très tôt, les éduquer, déjà comment traverser la route, pourquoi, faut vérifier de chaque côté, les indices, si on entend un bruit de moteur, une moto arriver, c'est qu'il y a un danger. Tout ça, je pense, si on le met en place déjà tout petit, progressivement, on va former des conducteurs plus sûrs, c'est-à-dire qui ont une conscience développée de leur environnement. On arrivera à un moment donné, justement, à voir si l'apprenti a un comportement dangereux au volant ou pas. Il faudra le déterminer avant ou pas, où on se dit que de toute façon, la psychologie montre que les individus évoluent par palier, et à tout âge. Donc, quoi qu'on fasse en amont, ça ne servira peut-être pas à grand-chose. Je pense que voilà, on évolue, comme tu dis, par palier, et en fonction de l'âge, en fonction du mode de vie qu'on a. C'est très important. Les apprentis, on leur dit, en fonction du mode de vie, l'élève qui a son père qui a une voiture de sport qui roule tout le temps à 180 ou je sais pas, ou 100, et qui roule très vite, pour lui c'est normal, parce que son père roule toujours très vite. Et il arrive jamais rien pour l'instant. Sauf que lui, peut-être qu'il ne pourra pas. Donc il faudrait refiler une voiture pourrie à tout le monde. Peut-être pas forcément, mais surtout et faire prendre en conscience tout le monde que voilà, on peut pas faire tout ce qu'on veut sur la route. On peut pas. Il y a un objectif qui s'appelle agir sans mettre en danger les autres ni soi-même. On veut bien dire agir sans mettre en danger les autres ni soi-même. C'est-à-dire que le danger qu'on s'expose, on l'expose aussi aux autres. Donc on peut pas... C'est peut-être ça le problème, c'est que la personne qui roule à 190 km/h n'a pas la conscience qu'il met en danger sa vie d'abord et celle des autres surtout. C'est surtout ça. C'est surtout ça qu'il faut intégrer comme notion, qu'il faut prendre conscience. Il ne faut pas croire, voilà, on a une voiture puissante, on peut faire ce qu'on veut. Si tout le monde s'amuse à faire ce qu'on veut, on pourra pas arriver. Parce que si moi je décide de rouler très vite, l'autre il décide de rouler très doucement, après c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une conduite parfaite, ça n'existe pas. Mais essayer quand même d'ajuster tout ça, de modifier nos comportements. Surtout en période de campagne sucrière, avec les tracteurs remplis de cannes, voilà, les voir au dernier moment, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Hein. Ouais, d'ailleurs, on a une action sur les tracteurs pour les obliger de mettre les feux, les gyrophares. Voilà, gyrophares pour véhicules lents. Il y a des actions qui sont prévues là en tant qu'IDSR. C'est ciblé avant la campagne, on va les voir, on discute. Après, c'est sûr que on peut intervenir, on peut avoir un discours qui peut aider certaines personnes, mais après, il faut que chacun se prenne en main et puis
se mettre à réfléchir qu'est-ce que je pourrais changer dans le comportement tous les jours. Je pense qu'il y a des choses à changer. Mais est-ce qu'on va continuer à voir fleurir justement ces radars pédagogiques parce que l'individu n'est pas assez autonome, n'est pas assez indépendant et qu'il faut lui botter l'arrière-train pour qu'il comprenne de ce qu'on essaye de lui dire? Malheureusement, oui, je pense qu'on va vers là. Parce que je pense que avant, pourquoi il n'y avait pas? Parce que justement, peut-être que les gens, il y avait moins de voitures, on était peut-être plus respectueux et puis maintenant... c'est l'éducation qui a peut-être changé au départ, donc l'enfant il fait un peu ce qu'il veut sur la route, il se retrouve avec sa voiture, il s'amuse, pour lui c'est un jeu, il comprend pas que ça peut arriver à tout moment, le danger peut intervenir et malheureusement on perd de la vie sur la route. Et normalement la route c'est fait pour, on va travailler, on se promène, mais quelqu'un qui prend la route il n'a pas prévu d'accident grave. Malheureusement. Et c'est ça qui nous sort de la tête au moment où on a obtenu le permis, parce on est le seul à qui il n'y arrivera jamais d'accident. Bien sûr, en fait c'est bien comme c'est pas bien, parce qu'on peut pas penser non plus en prenant sa voiture tout de suite qu'on va avoir un accident. Mais il faut rester conscient que ça peut arriver à tout moment, et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Et conscient, je veux dire, conscient c'est pas en état alcoolisé ou autre chose, un médicament ou stupéfiant ou autre chose. Parce qu'il faut avoir vraiment une bonne concentration, il faut avoir du calme, un esprit clair, vigilance. Donc tout ça demande beaucoup d'efforts. Et je pense qu'avec le temps, justement, on tombe un petit peu dans les habitudes. On essaye de faire ça. Moi, tout à l'heure, j'étais à Saint-Denis, là, au niveau de l'ancienne gare. J'arrive dans une voie où je fais le feu vert, le gars était arrêté au rouge. Il a avancé un petit peu, il est passé devant moi. Bon, c'est pas grave, c'est juste un feu rouge. Mais je veux dire, il va se faire ça une fois, 2 fois, et un jour, il va se faire embouter, et puis voilà. D'accord. Puisque c'est, comme on dit toujours, que quand le feu est rouge, à moins d'être daltonien, on ne passe pas. Voilà. Donc, on verra si ça sera. Je pense qu'à force de jouer, on arrivera où, un jour, justement, malheureusement, ça sera dramatique. Ça l'est d'autant plus qu'aujourd'hui, on a aussi des trottinettes électriques qui prennent la 4 voies. Et parfois, des trottinettes bien, je dirais, trafiquées, c'est du 90 km/h. Et donc, les problèmes, c'est la route. C'est pas fini pour demain. Merci Jean-Michel Boyer. On aura l'occasion de se voir la semaine prochaine pour un autre question sur la route. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.